Merci, Madame la Présidente. Laissez-moi vous dire combien je suis honoré de participer à cet échange sur la souveraineté et du rôle que peut avoir le Conservatoire national des arts et métiers. Madame l'administratrice générale, j'ai eu un moment d'inquiétude lorsque vous avez commencé à citer l'abbé Grégoire, parce que j'avais trouvé quelques références et j'ai eu peur d'être en redondance avec vous. Et vous me permettrez de rappeler que dans son fameux rapport sur l'établissement d'un conservatoire des arts et métiers, l'abbé Henri Grégoire pose le principe de la fondation du CNAM. Il oppose à l'orgueil des despotes constructeurs de palais, cimentés par le sang et les larmes de leurs sujets, l'ouverture d'asile à l'industrie. Et il ajoute, entre les peuples comme parmi les individus, le plus industrieux sera toujours le plus libre. Et il aurait pu ajouter le plus souverain. Parce que j'ai bien entendu les références à la souveraineté, mais ça me fait penser à un Premier ministre grec qui, au début de l'été 2015, s'opposait à un protocole financier. Et il voulait avoir le support du peuple grec et de la souveraineté grecque pour s'opposer à ce protocole des créanciers. Il a gagné le référendum aux 2/3. Et 15 jours après, il signait le protocole sans changer une virgule. Donc je veux dire que la souveraineté peut défendre aussi de la prospérité et de la capacité à équilibrer tout à la fois les comptes publics et la balance commerciale, c'est-à-dire d'être en mesure de produire au moins l'équivalent de ce que l'on consomme. Et ayant dit cela, je constate que 230 ans après les propos de l'abbé Grégoire, nous avons connu quelques décennies de désindustrialisation, parce que l'option était de favoriser le pouvoir d'achat et donc de satisfaire les consommateurs. Et nous avons assisté à un enchaînement de délocalisation d'activités et d'emplois qui a donné lieu à une montée du chômage de masse. Et aujourd'hui, je me réjouis que la réindustrialisation soit une priorité. Vous évoquiez l'attitude des jeunes par rapport à l'industrie, des ingénieurs. J'assistais il y a 2 ans, je crois, à une soirée organisée par les responsables des écoles des mines de Paris, de Saint-Étienne et de Nancy. Et à un moment, un étudiant s'est levé en disant « Mais vous qui êtes dans le monde des affaires, donnez-nous des arguments à nous, qui allons demain être diplômés ingénieurs. Donnez-nous des arguments pour être dans l'industrie, dans la production, et non pas dans les cabinets de conseil ou dans les banques. » Autrement dit, on s'est beaucoup allégé dans les capacités productives et comme on mesure le PIB avec notamment les marges commerciales sur les produits qu'on importe, on a parfois l'impression d'avoir de la croissance et un PIB robuste. Or, le constat qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que l'Europe est en difficulté, une croissance atone et un décrochage par rapport aux États-Unis d'Amérique. Notre Europe s'est proclamée marché unique, mais elle n'en a pas tiré les conséquences. Elle est restée excessivement fragmentée. On a réussi à se doter d'une monnaie unique, mais on a fait naître une monnaie orpheline d'État. Et pour en assurer la gestion, on s'est donné un règlement de copropriété. On n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'aurait pu être une petite avancée d'intégration politique. Et dans les autres domaines, on est resté largement en deçà. Et la fragmentation prédomine. Dans les marchés financiers, on n'en finit pas d'avoir un marché financier européen. Il n'y a pas si longtemps, l'ancien gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, produisait un rapport dans lequel il disait que la situation n'est plus tenable. Et c'est ainsi qu'on voit aujourd'hui des start-up, des licornes, au moment où elles prennent leur essor, traverser l'Atlantique parce qu'elles trouveront plus facilement
des investisseurs pour accompagner leur développement. Et sans doute que vous nous en parlerez dans un instant. Donc on voit bien que l'Europe est restée un peu en deçà de la main. Les récents rapports, et j'y viens, il y a 2 rapports intéressants. Il y a le rapport d'Enrico Letta, du mois d'avril, et le rapport de Mario Draghi. Et ces rapports dressent le même constat, et leurs préconisations vont dans le même sens. Nous sommes entrés dans une ère dominée par la technologie. Or, l'Europe, obsédée par la satisfaction des consommateurs, n'a pas su développer un écosystème industriel cohérent pour maîtriser et bénéficier des dernières avancées technologiques. Et en conséquence, nous sommes très dépendants d'apports extérieurs. Et ceci est de nature à altérer, en quelque sorte, notre souveraineté et notre liberté de manœuvre. On voit se constituer des groupes à l'échelle du monde, notamment dans le domaine du digital, le GAFAM. Ce sont des groupes qui peuvent imposer leur point de vue aux États. Et donc, nous devons être conscients de cela. Au-delà du marché financier plus intégré, de l'harmonisation dans les domaines des télécommunications, de l'énergie, de la défense, le rapport Letta plaide pour un apprentissage sans frontières au sein de l'Union européenne. La mobilité internationale pendant les parcours de formation, et c'est à cela que nous travaillons, essayer de développer la présence dans les parcours de formation professionnelle, une séquence dans un autre pays que le pays d'origine. Et ça n'est pas simple. Alors, dans l'enseignement supérieur, on y arrive parce qu'entre universités, on peut passer des accords, mais dans la formation professionnelle, pour des stagiaires, pour des apprentis, c'est extrêmement difficile. Il y a un programme européen qui est absolument populaire, et c'est l'un de ceux dont les Français ont clairement à l'esprit, c'est le programme Erasmus. Mais le programme Erasmus a surtout profité aux étudiants d'enseignement supérieur, des grandes écoles d'enseignement supérieur, et les autres en formation, je pense aux apprentis, à des niveaux plus modestes, des niveaux 3, 4, 5, on a beaucoup de difficultés. Donc j'ai pensé que nous ne pouvions pas en rester là. Parce que chacun reconnaît que la mobilité permet aux jeunes d'acquérir les compétences transverses, les soft skills. Ils acquièrent de l'autonomie, ils acquièrent de la créativité, de l'agilité, de l'intelligence collective, et au bout de quelques mois de cette mobilité, ils sont en mesure de s'exprimer dans un autre langage que la langue maternelle. Et donc, on a essayé de comprendre où étaient ces barrières, où étaient ces obstacles, pour commencer à les faire bouger. Je pense que là est l'avenir, et c'est vrai aussi bien pour l'enseignement supérieur que pour des formations plus modestes. Donc, nous plaidons pour l'ouverture internationale des parcours de formation. Et la mobilité n'est pas facile à mettre en œuvre, parce qu'on pense à la mobilité sortante. Mais si nous voulons avoir l'équivalent de l'espace européen de l'enseignement supérieur, si nous voulons l'avènement d'un espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage, eh bien, il faut que cette mobilité soit à la fois sortante, mais aussi entrante. Et nous devons nous demander quels sont les éléments qui vont faire rêver un jeune scandinave ou méditerranéen de venir en France pour compléter sa formation. Et cela veut dire que dans les enseignements que nous dispensons, nous l'avons vérifié à l'occasion, je m'aperçois que le temps passe vite, que des jeunes désireux de venir en France, nous avons fait une expérimentation, un projet pilote au plan européen, des jeunes des pays de l'Est constatant qu'il n'y avait pas dans les centres de formation d'apprentis en France des enseignements dispensés en anglais, ne sont pas venus. Donc ce défi-là doit également être relevé. Mario Draghi a parlé d'un marché unique des compétences, et j'ai à l'esprit également la feuille de route de Madame van der Leyen, avant que d'être reconduite à la présidence de la Commission européenne. Elle a beaucoup insisté, c'était au lendemain de l'année européenne des compétences, elle a beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir un marché unique des compétences en Europe,
et donc une vraie mobilité. Et pour atteindre cette mobilité, il faut que nous commencions à mettre en harmonie les conditions de reconnaissance des qualifications, de voir si nos 5000 diplômes sont encore d'actualité, de faire un peu de benchmark, d'aller voir comment ça se passe chez les autres, de pouvoir nous inspirer des meilleures pratiques que chez les autres. On n'est pas forcément les meilleurs partout. Donc, osons cette confrontation. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une sorte d'alignement des planètes. Au plan européen, on voit bien que des initiatives ont été prises. Je fais référence au discours de Madame von der Leyen. Je pense également à une opération que la Commission européenne avait lancée, Europe on the Move, avec un volet spécifique pour développer la mobilité des apprenants professionnels. Et le Conseil des ministres, le 16 mai dernier, a approuvé cette recommandation de la Commission. Alors, les pouvoirs publics ont des discours auxquels nous adhérons forcément, qui suscitent l'enthousiasme et l'adhésion, mais le plan pratique, il ne se passe pas grand-chose. Le scandale, au fond, c'est de reconnaître les vertus de la mobilité internationale, de l'immersion de plusieurs mois dans un autre pays, et de constater qu'on a beaucoup de mal à lever les freins qui sont des freins juridiques, parce que c'est aussi un contrat de travail, et que 27 pays, ça fait 27 législations différentes. Des freins financiers, comment assurer l'autonomie financière du jeune pendant sa mobilité, sa couverture sociale. Parfois des freins académiques. Est-ce que les diplômes qui sont encore dans la main du ministère reconnaissent les acquis de la mobilité? Madame l'administratrice générale, vous avez parlé de micro-certification. Je crois que c'est très important que l'on puisse délivrer des micro-certifications qui seront prises en compte dans le pays d'origine au moment de la diplomation. Il y a également des freins linguistiques. Si vous voulez avancer dans cette voie, il faudra que dans les enseignements que vous dispensez, il y ait des cours dispensés en anglais. Et puis, il y a des résistances psychologiques chez les employeurs qui ne sont pas toujours partants pour laisser partir leurs apprentis. Donc, il faut qu'on s'arrange pour que si un apprenti part pendant plusieurs mois, on va lui trouver un apprenti d'un autre pays pour se substituer à l'apprenti de la maison. Des freins psychologiques dans les familles. Et puis, dans des établissements de formation, il y a quelquefois des résistances pour s'engager dans cette voie. Et tous ceux qui invoquent les freins et les obstacles, c'est ceux qui ne veulent rien changer. Donc, de temps en temps, il faut le faire avec des volontaires. Et je pense que notre système, notre écosystème de formation bougera si cela part du terrain. Les ministres pourront nous donner des indications générales, rassurantes. Mais il faut que, de la base, les équipes éducatives, les employeurs s'interrogent. Parce que le problème que nous allons avoir au plan démographique, nous avons des déficits budgétaires, déficits commerciaux, déficit démographique. Le rapport de Draghi le rappelle. Pendant 30 ans, chaque année, l'Europe va perdre 2 millions d'actifs. Donc on n'a pas les moyens de laisser passer quiconque en dehors du système de formation. À nous de développer les conditions d'accueil, les conditions d'accompagnement. Donc je pense que l'urgence, c'est en effet l'avènement d'un espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est en cela, Madame l'administratrice générale, que le CNAM est à l'évidence un levier de souveraineté nationale et européenne. Alors, comme j'ai démarré mon propos par une citation de l'abbé Grégoire, je vais à nouveau citer l'abbé Grégoire. Je voudrais citer l'abbé Grégoire qui déclarait dans un rapport du 8 octobre 1794, nous sommes le 9 octobre, dans ce rapport, l'abbé Grégoire disait que de toutes les nations lettrées, la nôtre est celle qui cultive le moins les langues étrangères. 230 ans après, on pourrait faire un constat, non, pas le même constat quand même, parce qu'on a progressé, mais convenons que nous avons des marges de progression et convenons que notre espace européen de la formation professionnelle aura tôt fait d'y porter remède. Oui, la formation professionnelle est un des leviers majeurs de la souveraineté nationale et européenne. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est
vraiment éclairant et enthousiasmant de vous entendre.